Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Jean-Pierre Blanc est le directeur de la Villa Noailles, centre d'art d'intérêt national. La Villa Noailles, c'est ce joyau architectural conçu par Robert Mallet-Stevens pour Charles et Marie-Laure de Noailles, couple de mécènes avant-gardistes qui appréciaient particulièrement les arts décoratifs, la musique et la danse, et qui souhaitaient, je cite, « une petite maison intéressante à habiter ». Comme l'écrit si bien Jean-Pierre en préface à l'ouvrage « Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle », édité par la Villa Noailles, c'est un lieu magique, habité, extraordinaire de beauté, dont Robert Mallet-Stevens a su si bien ciseler les façades. Villa héliotrope, elle s'illumine aux premiers rayons du soleil, joue des ombres durant la journée, puis s'embrase dans le crépuscule. Cette maison, résolument moderne, fête son centenaire cette année. On grimpe dans les ruelles du vieux hier, et on y vient comme en pèlerinage. Son nom initial, le Clos Saint-Bernard, évoque d'ailleurs presque un lieu de culte, de recueillement. Et c'est en quelque sorte devenu un lieu de culte esthétique et de recueillement pour les artistes en résidence comme pour les visiteurs. En digne héritier spirituel des Noailles, Jean-Pierre Blanc perpétue leur volonté de soutenir la création et la vocation de ce lieu à accueillir des artistes et du public. Passionnément engagé, animé de valeurs profondes, Jean-Pierre nous parle notamment de sa vision du système français, de sa conception du leadership et de sa définition du service public. En écoutant notre conversation, j'espère que vous pourrez ressentir à la fois l'âme des lieux et des Noailles, et aussi l'énergie radieuse de cet homme au service de la promotion de la jeune création. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Lily. Alors merci de me rencontrer aujourd'hui, de m'accueillir à la Villa Noailles. Je suis très honorée parce que c'est un lieu qui est emblématique, on va en parler évidemment en détail. Et tu vas surtout nous expliquer aussi un peu l'histoire de cette maison qui fête ses 100 ans cette année. Et avant de commencer, j'aimerais juste qu'on parle du titre de ce podcast qui est mon mantra, je te l'ai expliqué, Everything Happens for a Reason. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ça évoque un vaste programme. Everything happens for a reason. Donc en français, tout arrive grâce à quelque chose, si je traduis à peu près correctement, ou à quelqu'un. Ça évoque plein de choses parce que moi, je viens d'un peu nulle part, a priori. Ça veut dire que je n'étais pas du tout fait pour faire ce métier, mais pas du tout. Et donc il doit y avoir une autre raison que la raison qui m'a fait arriver ici. Et en fait, objectivement, vraiment au plus profond de moi-même, je ne crois pas avoir vraiment la réponse, si ce n'est que j'aime bien dire que ce sont les hasards de la vie. Mais les hasards ne sont pas forcément une raison. Raison, ça me fait penser à quelque chose de plus rationnel. Et moi, dans mon cas, j'ai l'impression que ça l'est pas forcément, pas totalement en tous les cas. Parce que moi j'étais très très mauvais à l'école, mais vraiment pas bon du tout. J'étais pas fait pour ce système éducatif français, punitif et restrictif, et je me sentais vraiment pas bien du tout, à part en sport, on va dire, peut-être un peu en musique et en dessin aussi, mais encore.
Et du coup, j'ai tout raté. Académiquement. Oui, les épreuves qu'on nous impose à partir de la 3e, le BEPC, puis le bac de français, et puis évidemment le bac final. Mes parents m'ont quand même conseillé de continuer, de faire un BTS, ce que j'ai fait, de commerce international. Et c'est ce BTS de commerce international qui m'a conduit à avoir l'idée de penser comment on pourrait mettre en relation des très jeunes designers avec le milieu professionnel. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le festival de mode à Hyères en 1986. Et j'ai eu une bonne note à la présentation de mon rapport, c'est tout. C'est la seule bonne note que j'ai eue. C'était quand même 19. Wow. C'était peut-être un signe. Mais en tous les cas, grâce à cette idée... en fait, c'était comme ton projet de diplôme, finalement. Oui, c'était mon projet de diplôme. Ok, génial. Ouais. Et donc, j'ai proposé ça à la ville d'Hyères en 1986. Et la ville a été séduite par l'idée, ou des gens qui travaillaient pour la ville. Et du coup, je n'ai jamais arrêté. Et ça va bientôt faire 40 ans que je fais ce festival et ce métier. Mais tout en sachant au plus profond de moi-même que et puis j'ai longtemps eu aussi le sentiment que j'étais pas à ma place. On m'a évidemment pas, on n'a pas manqué de me faire remarquer. Évidemment, j'allais te parler du syndrome de l'imposteur. Tu l'as forcément eu. Surtout que quand on parle de système éducatif français, il y a le système culturel français aussi qui va avec et qui accepte pas vraiment. Les gens qui ne sont pas du sérail. Non. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi au départ. Et voilà, mais ça, en même temps, il y a toujours, ça j'ai bien retenu et bien appris, il y a toujours avantages et inconvénients des situations. Et cette partie dont on vient de parler, qui a fait vraiment longtemps partie des inconvénients, m'a aussi forgé une espèce de carapace, m'a donné plus de force que ce que je pouvais en avoir. Et du coup, d'une certaine manière, ça m'a aidé, mais c'est parce que je viens du sport de compétition aussi. J'aimais beaucoup la compétition quand j'étais plus jeune. Ça m'a beaucoup aidé, le sport en général et le sport de compétition. Et du coup, c'est quelque chose qui a toujours été là tout le temps. Il y a un vrai mindset dans le sport et surtout dans le sport de compétition. Mais justement, c'est participer, gagner quand même si possible, mais pas forcément. C'est-à-dire que c'est surtout de se donner les moyens d'y arriver, j'ai l'impression. Oui, il y avait donc la partie entraînement, mais c'est surtout que je faisais un sport d'équipe. J'ai joué au volleyball pendant très longtemps. Et l'équipe, c'est la vie. Pour moi, ça l'a été du temps Ça me donne des frissons, en fait, de t'entendre dire l'équipe, c'est la vie, c'est vrai. Oui, parce que ça l'a été du temps de la compétition, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Et moi, j'ai construit ce que j'ai construit à la Villa Noailles sur cette idée-là, qu'il fallait toujours se serrer les coudes, toujours penser à l'autre, toujours regarder l'autre, l'écouter, le soutenir si besoin, l'entendre. Et voilà, et du coup ça me plaît bien, ça m'a toujours plu. Et je sais que quand je suis arrivé dans ce métier, le fait de savoir faire du sport de compétition, c'était déjà un savoir, mais ça je le savais pas tout de suite. Et puis l'autre chose, c'est peut-être the reason, c'est que je viens d'un restaurant. Enfin, je suis né dans un restaurant. Mes parents avaient un restaurant italien. Tu es né à Hyères. Je suis né à Hyères, oui. Ouais. Et en fait, mes parents venaient de nulle part eux aussi, enfin sûrement encore bien sûr plus que moi parce qu'ils avaient connu la guerre, enfin c'est cette génération des années 30, on va dire. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder faire mes parents dans le restaurant et à y travailler. Je travaillais l'été avec eux, je gagnais beaucoup d'argent, beaucoup plus que j'ai pu en gagner après ici. Ce qui était toujours très amusant aussi. Je me souvenais que je gagnais... Enfin bon, voilà, c'était amusant comme idée. Et avec le temps, de la même manière qu'avec le sport, j'ai compris que ce que j'avais appris chez mes parents me servait dans mon métier. Ça veut dire la générosité, la beauté, les détails, l'attention, le respect du public et qui là a été le client. Et je sais, mais j'en ai pris conscience peut-être 20 ans après aussi, à peu près, que ça m'apportait beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses, d'éléments pour lesquels on me félicitait dans mon travail qui étaient directement reliés à ça. Je vais te raconter une anecdote qui me fait toujours marrer, même aujourd'hui, parce que je le fais toujours, bien évidemment. C'est que de temps en temps, on me dit, mais t'es vraiment un directeur pas normal ou atypique, parce qu'on t'a vu porter des pieds de parasol ou des cartons.
Et alors ça, franchement, moi, quand on me dit ça, je comprends très bien. Je le comprends bien évidemment, ouais. mais je me dis, ça voudrait dire qu'il faudrait presque que je m'empêche de porter des cartons ou des pieds de parasol parce que je suis directeur. Mais comme j'ai jamais pensé dans ma tête que je serais un directeur un jour, je le serai jamais en fait. Et voilà, et ça fait partie de la vie, et c'est comme ça, et je changerai pas, bien évidemment. Et puis je pense que quand on voit quelque chose que les autres ne voient pas, il n'y a pas de meilleure solution de le faire soi-même le plus vite possible plutôt que d'aller essayer de le dire à 14 personnes. En plus, aujourd'hui, dans les systèmes d'organisation, quand tu dis à une personne de faire quelque chose, elle se délecte tout de suite à essayer de le rebalancer chez quelqu'un d'autre, ce qui s'appelle souvent dans le langage délégué ou la patate chaude au choix. Et ça, je le vois très bien. C'est-à-dire que je vois très bien aujourd'hui quand je demande quelque chose à quelqu'un en tant que directeur, quel que soit la personne, son niveau ou son grade ou sa fonction, eh bien, les 3/4 du temps, les gens ont vraiment tendance à se dire à qui je vais bien pouvoir refiler le bébé. Et comme s'il y avait quelque chose de ne pas intéressant à faire la chose. Moi, j'adore faire, j'ai toujours aimé, et je m'empêche pas de ramasser un papier gras sur le parking quand j'arrive si je le vois. Parce que je sais très bien que si je le fais pas, personne ne le fera derrière. Exactement. Et que je trouve que c'est aussi important. Voilà. Comme on dit en anglais, lead by example. C'est vraiment, on mène en montrant l'exemple. Et c'est comme, mais tu parlais du système éducatif, mais finalement c'est la même chose. Tu es parent aussi, et c'est la même chose avec les enfants. C'est plus ils nous voient faire de la bonne façon, voilà, de dire bonjour aux gens quand on les croise, c'est la même chose. De dire s'il te plaît, merci, c'est exactement la même chose. Alors que si tu dis fais ça, mais toi tu le fais pas. Oui. Donc je comprends tout à fait ta position. Je voudrais revenir à l'équipe justement, parce que tu en parlais tout à l'heure, l'équipe c'est la vie, et en fait toi tu as une équipe, alors je ne sais pas combien de personnes exactement, tu vas nous le dire, mais surtout tu as une équipe qui est là depuis toujours, j'ai l'impression. Ouais, alors c'est plus vraiment le cas, mais il y a des gens que tu connais dans l'équipe et que tu connais depuis longtemps. Ouais. Alors aujourd'hui on est à peu près 30 personnes à l'année, mais pour gérer 5 lieux, 3 à Hyères et 2 à Toulon, dont 3 festivals internationaux. Voilà. Donc quand on dit 30, tout le monde dit waouh, mais en fait c'est une relative par rapport à tout ce qu'on fait, petite équipe. Ouais, très. Et donc il y a des gens en plus. Il y a des gens qui viennent pour les événements. Et on peut être à peu près une centaine au moment du festival de mode, au gros du gros, on va dire. Mais on a commencé à 4. Voilà, et c'est vrai que en fait, ce centre d'art, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'a pas été décidé véritablement. On n'a pas dit, comme on dit quand on a envie de créer aujourd'hui dans notre pays un théâtre national ou un centre national de la danse. Ce centre d'art, il a été voulu par des collectivités territoriales, par la ville d'Hyères en particulier, par le ministère de la Culture, mais on n'en a pas dessiné les contours tout de suite. Les contours se sont dessinés vraiment intuitivement et avec le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez quand on ouvre un théâtre national en France, on sait qu'il y a un budget minimum qui est adossé à cette ouverture, avec un organigramme minimum aussi. Et un programme. Bon, le programme, c'est, on va dire, un peu théâtre, à la portée de tout le monde. Ouais. Enfin, il suffit d'avoir envie et de savoir le faire. Par contre, pour ce qui est des budgets et des équipes, moi, j'aurais beaucoup apprécié que quand j'ai ouvert le Centre d'art Villanoy il y a 20 ans, on m'a dit, dans ton budget, donc tu as 5 millions d'euros comme tous les autres, et tu as 30 personnes comme tous les autres. Sauf que nous, en fait, les 30 personnes, on les a eues 20 ans après. Et les 5 millions, on les a toujours pas. Et du coup, ça fait quand même se poser des questions. On parle souvent de ce décalage qui existe entre le spectacle vivant et les arts plastiques dans notre pays. C'est pour moi une espèce de drame quand même, parce qu'on dit toujours oui, mais le spectacle vivant ça coûte plus cher. Mais ça dépend ce qu'on fait comme spectacle vivant et ça dépend ce qu'on fait comme art visuel. Donc évidemment, je peux pas être d'accord avec cette réponse-là, et c'est un peu dommageable pour notre pays. Donc heureusement qu'il y a les galeries privées qui font une grande partie aussi de l'économie de notre secteur. Parce que sinon ça serait vraiment très difficile. Et quand on voit aujourd'hui émerger toutes les fondations dans notre secteur comme elles émergent avec une qualité extrême, moi j'avoue que je me pose un peu la question de comment vont réussir à lutter des centres d'art publics entièrement financés par le public dans 10-15 ans, parce que quand on voit le niveau de programmation
Tu parles des fondations privées, oui, justement. Et de la qualité de ce qu'offrent les fondations privées en termes de médiation, d'événements, de programmation. Y a très peu de centres d'art qui ne soient financés que par du public, de l'argent public, qui pourront tenir, d'après moi, le niveau. Donc c'est une vraie question pour l'avenir. Nous, ici, on a une chance... parmi beaucoup d'autres, hein, mais on a une chance d'être dans un monument historique merveilleux, avec une histoire merveilleuse, on aura l'occasion d'en reparler. On est dans un site aussi remarquable, tourné vers les îles d'Or, exceptionnel. Et on a aussi cette particularité d'avoir 50% de nos financements qui sont privés, avec Chanel, qui est notre grand partenaire pour beaucoup d'événements, et grand partenaire du centenaire, entre autres. Et donc, évidemment, ça nous donne une latitude un peu plus grande que des centres d'art financés uniquement par l'argent public. C'est aussi le cas parce qu'on organise des festivals internationaux qui portent sur des questions liées au luxe de notre pays, en matière d'architecture d'intérieur et de mode en particulier. Donc c'est comme ça que ces financements privés ont pu se développer. Et je pense que c'est une chance pour l'avenir que d'avoir ces financements, même si on est bien d'accord qu'ils restent extrêmement fragiles, parce qu'ils sont souvent adossés à des idées, certes, mais aussi à des personnes, et que quand les personnes ne sont plus là, eh bien, on peut se poser la question de la suite. La continuité, bien sûr. Et par rapport au financement public, donc c'est essentiellement des subventions ou pas seulement en fait, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ce système, mais j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, on se dit que le système français, il permet justement de financer plein de choses, la culture, etc., qu'on dépense plein d'argent là-dedans. Et je suis très bien placée pour savoir aussi que ce n'est pas le cas, que les budgets de la culture continuent à réduire, etc. Mais j'ai l'impression de faire des demandes de subventions, enfin tout ce processus, c'est très long, très fastidieux, qu'il y a beaucoup de contraintes stratégiques et opérationnelles qui y sont liées. Et comment vous gérez ça? Est-ce que tu es obligé de créer une dette pour avoir une subvention? Enfin, je crois que ça dépend un peu des centres ou des milieux. Alors, je pense qu'il n'y a pas véritablement de règles. Nous, on est financé par l'ensemble des possibilités françaises en matière d'argent public. Ça veut dire qu'on est financé par l'État, la région Sud, le département du Var, la ville d'Hyères, la ville de Toulon et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Ça veut dire qu'on a 5 ou 6 degrés de financement public. Moi, je trouve qu'on a une grande chance dans notre pays d'avoir ces possibilités-là, même si tout à l'heure je disais que la montée des fondations risquait de compliquer les choses, je le pense sincèrement, mais on a quand même une grande chance parce qu'il y a énormément d'argent public, même s'il pourrait évidemment y en avoir plus, ça c'est évident, et qu'il y a eu des moments où il y en a eu peut-être plus qu'aujourd'hui, mais on est quand même dans un pays qui donne beaucoup pour la culture, on l'a vu, et la ministre Rima Abdul-Malak l'a rappelé très récemment lors d'une soirée apparemment mémorable qu'il y avait eu des aides majeures pendant le Covid, et je pense qu'elle avait tout à fait raison de le faire, parce que nous, quand on a été contraints par exemple d'annuler notre programmation et qu'on nous a dit que malgré le fait que les manifestations ne se faisaient pas, on maintiendrait les aides, et je dois dire que ça a donné de l'air dans l'organisation, et qu'on n'y croyait pas, enfin je l'aurais jamais pensé en tous les cas, et ça montre bien quand même qu'on a été sur cette période-là capable de réagir d'une manière vraiment étonnante et exceptionnelle pour soutenir à la fois et les artistes, puisque c'était aussi ça l'idée, et les structures partout en France. Super. Je voudrais revenir à cette position de leader que tu as, parce que même si tu te considères finalement toujours pas comme un directeur, moi je trouve que dans ce lieu, puis dans ton équipe et avec tout le monde, tous les gens même qu'on croise dès qu'on parle de toi, je te racontais l'anecdote tout à l'heure que voilà le charmant chauffeur qui m'a mené jusqu'ici disait Monsieur Blanc, vous avez de la chance de le voir parce que vraiment c'est quelqu'un de très gentil et il est généreux. C'est-à-dire que ces valeurs profondes qui sont un peu ton atavisme familial, finalement ce que tu en parlais tout à l'heure de tes parents, j'ai l'impression que cette générosité, le partage, l'hospitalité, c'est le fondement de qui tu es en tant qu'homme et donc de qui tu es en tant que directeur, que leader d'une équipe.
Et aussi, ça se ressent complètement, ça rejaillit sur le public, sur la programmation, sur tout. Ouais, je me suis jamais forcé, j'ai jamais pensé à faire ça comme une opération marketing, comme on dirait, comme on pourrait dire. Ça, du marketing personnel. Oui, mais en même temps, moi, je suis provençal, né dans une famille provençale. Mes grands-mères étaient méditerranéennes dans l'âme, une italienne et une provençale. Et je pense que ça a du sens, la générosité et le partage en Méditerranée. Et c'est pas de dire qu'il faut être généreux parce qu'on est en Méditerranée. Moi, c'est quelque chose qui m'habite. C'est inné, voilà. Je sais pas comment dire autrement. Et je l'ai vu, j'ai grandi comme ça au quotidien de mon enfance. J'ai eu de la chance d'avoir cette générosité, ces bonheurs simples de la vie dans mon enfance. Et je pense que quand on a été élevé comme ça, on a envie un peu de faire pareil avec les gens. Enfin, en tous les cas, c'est mon cas. Et souvent, les gens disent que quand ils arrivent à la Villa de Noailles, ils se sentent un peu en famille. Et c'est un des plus beaux compliments que le public ou les artistes peuvent faire parce qu'on est un service public. Le service public, ça veut dire qu'on est au service du public et que on doit des services. Et notre service, c'est celui de la culture. Le service public de la culture, ça veut dire soutien aux artistes, éducation et soutien au public. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et je pense que générosité, partage, joie, émotion, ça va avec ça. Ça va avec ce que l'on doit aux gens et ce qu'on doit essayer de leur donner. Ça marche pas, bien sûr, et heureusement d'une certaine manière dans tous les cas, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et moi, ça me plaît bien et j'ai presque 60 ans. Je crois pas que je changerai évidemment aujourd'hui. Mais c'est parce que je crois en ces valeurs de la Méditerranée aussi, du partage, de l'attention à l'autre, de l'accueil de l'autre. Enfin, sont des choses qui résonnent aussi politiquement, évidemment, mais c'est dur de voir ces gens qui habitent de l'autre côté de la Méditerranée, qui peuvent pas bouger de chez eux, qui peuvent pas voyager, qui peuvent prétendre à rien, qui ne connaissent rien de notre civilisation occidentale, avec ses travers bien évidemment aussi, mais c'est triste d'une certaine manière, et de voir tous ces gens qui souffrent de ne pas pouvoir être libres de tout, comme nous, on a la chance de l'être. Même si on sait bien que être libre de tout, c'est fragile et qu'on le sent de plus en plus dans notre pays. Mais en tous les cas, on a eu cette chance inouïe jusqu'alors de vivre dans un pays où les libertés ont un sens, toutes les libertés. Enfin, la liberté au sens large et noble du terme, et le secteur de la culture. Moi, j'ai eu cette chance aussi de travailler pour des politiques qui ne m'ont quasiment jamais dit une seule fois que ce que je faisais n'allait pas dans le sens de ce qu'ils auraient souhaité. Et cette liberté-là, elle est importante parce qu'elle veut dire quelque chose aussi. Et je pense que quand on prend du plaisir à faire les choses, quand on est dans le plaisir pour les faire, on peut offrir ce plaisir au public. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu et ressenti. Quand on découvre le travail d'un artiste, on y prend du plaisir, on est heureux de découvrir cet artiste. Et moi, mon plaisir, c'est de réussir à le faire partager, et l'artiste et le plaisir avec le public. Et c'est souvent quand ça se passe bien avec les artistes que les expositions sont réussies. Je crois pas du tout à l'exposition d'une difficulté suprême qui va donner quelque chose de joyeux et d'émotionnel pour le public. Mais justement, je pense qu'aussi tu as tellement cette volonté, tu parlais de service public, donc de rendre finalement la culture accessible au plus grand nombre aussi. Donc de démocratiser un peu. Donc c'est pour ça que quand tu dis il ne faut pas qu'une expo soit forcément hyper perchée, très très intello, on est complètement d'accord. Et je trouve que tout ce souhait d'inclusivité, pour reprendre un mot qui est à la mode mais qui a tout son sens, on le ressent aussi dans un peu votre programme. Là, j'ai vu qu'il y avait un programme d'égalité des chances. Vous faites aussi beaucoup travailler le local avec la fête de la Pivoine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà du centre d'art. C'est vraiment un centre qui est voué localement à faire ce rayonnement international qui puisse aussi grandir au niveau international, j'ai l'impression. Alors, ça c'est... Alors, j'ai
avancer dans ce centre d'art et dans sa programmation avec ces idées-là. Mais je pense que tout à l'heure, je disais, c'était aussi avantage et inconvénient. On nous a souvent traités d'élitistes. Pourtant... Oui, mais bon, ouais. alors avec toutes les idées qui vont avec, Charles et Marie-Laure de Noailles, ils étaient forcément fada. C'était sur la colline du château, tout là-haut perché. C'était fermé. Il y avait beaucoup d'homosexuels que je suis, et donc du coup, ça rajoutait une couche. Des artistes un peu barrés, et donc tout ça faisait un espèce de mélange. Va des rétro Satanas, voilà. On n'y va pas, et de toute façon, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est quand même le drame de la culture dans notre pays. Les gens qui pensent c'est pas pour nous, on doit tout faire pour qu'ils pensent que c'est pour eux, parce que c'est pour eux qu'on le fait, comme dirait l'autre. Je me souviens, il y avait une pièce que j'ai citée d'ailleurs en ouverture du Festival de mode l'année dernière, un de mes spectacles de cirque préférés for life, qui s'appelait C'est pour toi que je fais ça. C'était un des premiers spectacles de Guy Alouchery au Centre National des Arts du Cirque. Ça devait être en 1999 ou quelque chose comme ça. Et c'est pour toi que je fais ça. Bah, c'est vraiment quelque chose de gravé ici. Parce que oui. Et évidemment que c'est pour le public qu'on fait tout ça et pour les artistes, je le disais tout à l'heure. Mais du coup, évidemment, comme on n'arrêtait pas de nous dire qu'on était élitiste, qu'il n'y avait pas assez d'Iérois, que c'était pas ci, pas ça, je pense que même si on savait que c'était pas vrai, au plus profond de nous-mêmes, ça nous a quand même un peu questionné. Et je sais que, bon, quand mes enfants sont nés, par exemple, il y a longtemps maintenant, plus de 30 ans, j'ai beaucoup travaillé pour les enfants. Et j'ai vraiment créé le service public, jeune public. Ouais. Mais ça existe beaucoup dans les théâtres, mais très peu à l'époque dans les arts visuels. Et donc ici, tout est gratuit. Toute la programmation, toute l'année est gratuite. Donc c'est aussi important pour aller contre l'élitisme. Et du coup, on a commencé à faire ces ateliers pour les enfants toute l'année. Et évidemment, en faisant venir les enfants, et on faisait venir les parents. Du coup, il y a quelque chose qui s'est mis en route comme ça. On a créé ce festival qui s'appelle Pitchoun au moment de Noël. Pitchoun en provençal, ça veut dire les enfants. Et nous, on le vit comme un cadeau que l'on fait aux enfants de la ville et de la métropole au moment des fêtes de Noël. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est encore plus un moment de partage parce qu'il y a les cadeaux, même si, bon, aujourd'hui, on va nous dire que c'est quelque chose de religieux ou de commercial, mais bon. Bref, moi j'aime bien ce moment-là et donc on a créé ce festival et les gens, c'est toujours un moment où ils repartent avec des étoiles plein les yeux et ils nous disent « Oh là là, merci pour nos enfants, ils ont tellement passé une semaine merveilleuse. » Et moi, quand on me dit ça, je me dis « Bah, bon, au moins, à ce moment-là, on a rempli notre mission et il y a des gens qui repartent d'ici et qui sont joyeux. Et on sait, ça c'est aussi une très belle récompense avec le temps, c'est que des enfants ont choisi des métiers de la culture ou de la création parce qu'ils sont venus bébés ici. Non mais ça c'est magique. Et ça, bah quand même, ça veut dire que même si c'est pas une majorité et une quantité astronomique, il n'y en aurait que 2 qu'on aurait sauvés. Et ben c'est toujours ça de prix. Et voilà. Et moi j'aime bien ça. Et alors il y a quelque chose quand même pour aller dans le sens de ta question. Le lockdown, c'était un moment très étonnant. Triste. Alors, moi, je l'ai pas vécu comme quelque chose de triste, même si je ne voulais pas y croire au départ. Mais ça nous a beaucoup rapprochés du public. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, on était en ligne, je crois, tous les jours à 16h pour faire une proposition artistique. Avec au début un peu nous, puis après avec des artistes, et puis après avec des concerts. Donc je me souviens très bien de Camélia Jordana qui a chanté, qui était je sais pas où, en Corse, ou enfin loin, ou en Espagne, qui était dans une maison où elle a enregistré un disque, et elle était coincée, elle pouvait pas rentrer. Et donc elle chantait. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de données. Comme c'est notre mission de le faire pour le public pendant le lockdown, et on a découvert des gens plus locaux. Et donc on a travaillé avec des artistes qu'on ne connaissait pas, et la fête de la Pivoine que tu citais tout à l'heure, qui a rassemblé plus de 2500 personnes dimanche dernier, avec des bananes non-stop du matin 9h jusqu'au soir 18h, eh bien c'est né du lockdown aussi, parce que comme les fleurs avaient été considérées à tort comme des éléments de la vie non essentiels, nous on s'est beaucoup battus pour que ces producteurs hiérois, parce que Hyères est de la capitale des fleurs coupées, pour que ces producteurs hiérois et alentours puissent avoir une tribune. Et donc, on a créé cette fête de la Pivoine à la sortie du lockdown la première année. Et ça a marché tout de suite. Génial. Et du coup, voilà, je trouve que c'est bien aussi d'avoir
l'œil lointain sur l'international, mais de ne jamais perdre de vue les gens qui sont autour de nous, de les écouter, de les entendre. Moi, il y a quelque chose qui est peut-être, je pourrais dire, un petit échec de ma vie professionnelle, c'est que au début, je pensais que j'allais avoir des gens qui auraient frappé à ma porte pour me proposer des projets tout le temps, et que ça allait me perturber, me gêner de toujours devoir dire non ou souvent dire non. Et en fait, en presque 40 ans de vie publique, eh bien, je pense que je pourrais presque compter sur mes 2 mains le nombre de gens qui sont venus me présenter des projets passionnants, j'entends. Et ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que c'est pas easy going pour les gens de faire des projets. Tu disais tout à l'heure que tu trouvais compliqué les subventions, et je pense qu'on fait tout pour les compliquer. Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est décourageant. Bien sûr. Alors nous maintenant, évidemment, on est rodés, puis c'est notre métier. Enfin bon, voilà, c'est pas la même chose. Moi, je me souviens qu'au début, effectivement, c'était complexe. Et donc, je pense qu'il faut il faut encourager les gens à faire des projets. Tout est possible. J'en suis un des exemples un peu flagrant, que tout est possible quand on a envie. Et quand on veut, et quand on est passionné. Moi, j'ai toute ma vie été quelqu'un de très passionné, peut-être trop à certains moments. J'ai un peu donné ma vie pour faire ça. Et je le regrette pas, mais c'est le cas. Et je pense qu'il faut encourager, soutenir, repérer. Je pense que c'est important. C'est un job pour moi du ministère de la Culture en général ou des collectivités territoriales, repérer les gens et leur dire oui, arrêter cette culture du non dans notre pays, leur dire oui, on vous entend, oui, on vous écoute, et oui, on va vous soutenir, oui, on va vous aider à faire vos projets. Et je pense que ça change énormément les choses quand on raisonne comme ça aussi en termes de politique publique. Moi, j'étais frappé quand j'ai commencé à travailler. Je regardais les gens de mon équipe faire, auxquels j'ai demandé de changer, mais dès que quelqu'un téléphonait du public, donc à un numéro de service public, bonjour, je pourrais avoir ça? Non. Bonjour, vous pourriez m'enseigner sur ça? Non. Bonjour, est-ce que c'est ouvert? Non. Mais c'est inconscient, mais c'est une réalité. Et je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça et toujours penser le plus souvent, le plus possible, évidemment, à dire oui. Waouh. Ça, c'est le service, en fait. C'est l'essence même du service. Bah oui, parce qu'on est au service. Enfin, je disais tout à l'heure sûr. un peu schématiquement. Mais il y a des gens que ça va faire bondir. Mais moi, j'y crois, ce service public. Je pense qu'il veut dire quelque chose. Et l'argent de nos impôts, eh bien, il doit rendre la vie des gens meilleure. Et c'est le cas. J'en suis persuadé que c'est le cas dans notre pays. Hein. Je pense qu'on est dans un pays qui nous procure énormément de bonheur, de joie et de chance. Le fait que le système éducatif, le système de santé, le système culturel, et j'en passe, soit accessible à une grande majorité de gens, c'est quand même, je crois que, c'est un lieu commun que de le dire, mais moi, j'ai pas beaucoup voyagé. Mais c'est assez unique. Mais c'est assez unique. J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique pour le travail il y a pas très longtemps. J'ai découvert en même temps, quasiment la même semaine, le Maroc et l'Afrique noire à Dakar, grâce à Chanel. Et si besoin en était, j'ai compris ce que c'était le contraire, d'une certaine manière, de nos vies organisées dans les pays occidentaux, même si, encore une fois, il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients dans les deux côtés. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même qu'on a beaucoup de chance d'être dans ce pays qui est beau, qui a une histoire merveilleuse, qui a énormément de qualité à tout point de vue, et qu'on cultive aussi un peu cet optimisme. Moi, j'écoute plus la radio, plus la télé, je regarde plus la télé, je peux plus, je lis presque plus les journaux alors que j'adorais ça. Pourquoi ? Parce que c'est du pessimisme en barre, et que il y a pas mieux que ça pour saper le moral des gens. Vous ouvrez la radio le matin à 7h, vous êtes réveillé par des crimes, par des explosions et par des assassinats. Alors c'est la réalité, hein, évidemment. Oui, mais bon, c'est une vraie grande question philosophique. Est-ce que être informé, c'est apprendre toute la terreur qui s'est répandue dans le monde, qu'on l'apprenne et qu'on ne la cache pas, je ne dirais jamais le contraire. Mais bon, quand vous voyez le temps
qui est réservé aux choses positives, aux choses culturelles, même si ça existe, hein, bien sûr. Mais bon, ce sont quand même, là, pour le coup, des exceptions culturelles de l'autre côté du sens. Et je trouve que c'est dommage. Et je pense qu'on a l'impression qu'on s'en rend presque plus compte. C'est-à-dire que vous dites ça à un journaliste, en général, il le prend mal, il se vexe. Mais moi, je crois quand même qu'on doit tous avoir un espèce d'effort collectif pour aller vers plus d'optimisme, et que c'est quelque chose qui peut peut-être changer si on y met tous de la bonne volonté. Je pense que c'est un peu l'image du colibri pour faire un hommage à Pierre Rabhi et Cyril Dion, mais c'est exactement ça, c'est le colibri, il va faire un tout petit peu, il va prendre ce qu'il peut d'eau pour essayer d'éteindre le feu, mais finalement c'est sa part. Et donc de mettre l'accent sur la part du colibri plutôt que sur l'énorme incendie de la forêt, c'est voir ce côté, comme tu le dis, beaucoup plus optimiste, et finalement porteur d'espoir et donc d'action. Enfin, c'est moteur aussi. Bien sûr. Oui. Et alors, j'aimerais quand même qu'on reparle de ce lieu parce qu'on on a déjà abordé énormément de sujets passionnants. Mais où sommes-nous ? S'il te je pense plaît, qu'en tous les cas, il y a une logique que j'ai perdue en te répondant tout à l'heure. Il y a une logique quand on parle de générosité et d'accueil et de partage. Il y a une logique, c'est Charles et Marie-Laure de Noailles. Moi, j'ai eu la chance de découvrir un documentaire qui a été tourné ici sur Charles et Marie-Laure de Noailles, qui est aujourd'hui le documentaire filmé sûrement le plus intéressant qui existe jusqu'alors sur eux, en juillet 1989. C'est Patrick Mimouni qui a fait ce film, je le dis très souvent parce qu'il est remarquable, et j'ai eu la chance de découvrir l'histoire de ce bâtiment et de ses commanditaires cet après-midi-là. Et on se rend évidemment compte que quand Patrick Mimouni dit que Charles et Marie-Laure de Noailles sont deux personnages de romans qui ont vraiment existé, et je trouve que c'est une très belle définition, parce que tous les amis de Charles et Marie-Laure de Noailles, que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, parlaient de cette générosité, de cet accueil des artistes, de leur soutien aux artistes. Et il est bien clair et totalement évident pour moi que je n'ai jamais imaginé une seule seconde vouloir prendre la suite, singer ou copier ce que Charles et Marie-Laure de Noailles ont fait ici. Mais force est de constater que notre engagement auprès de la jeune création et de la générosité dont on a parlé jusqu'alors résonne avec tout ce que l'on sait sur la vie de Charles et Marie-Laure de Noailles, de la générosité très pratique et pragmatique, et aussi intellectuelle et artistique. Quand ils se mettent à 12 pour, je prends cet exemple-là parce qu'il est frappant, Charles de Noailles répond favorablement à une invitation d'un de ses amis, peut-être le prince Jean-Louis Faucigny de Lucin, je me souviens plus, de donner une rente mensuelle à Salvador Dali au début de sa carrière pour qu'il puisse vivre décemment, et qu'en échange de cette rente mensuelle qu'ils sont 12 amis à accepter d'avoir donné, ils sont invités à souper chez Gala et Dali pour Noël, et qu'il y a une tombola et qu'on gagne un Dali à l'issue de cette tombola. Je trouve que c'est une manière d'appréhender la vie, alors avec les moyens qu'ils ont, j'entends déjà d'ici les critiques, mais oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ministère de la Culture dans les années 20. Donc il fallait des mécènes. Oui, donc il fallait des mécènes, et je crois qu'ils ont très amplement rempli la mission qu'ils s'étaient fixée eux-mêmes. Ils y ont répondu, en tous les cas, d'une manière assez généreuse. Et quand Marie-Laure de Noailles est décédée, le lendemain, dans la presse, il y avait des articles élogieux sur sa générosité, sa joie de vivre et sa bonne humeur. Et je pense que cette maison est absolument imprimé de cette joie de vivre, et ça me fait penser à la famille, aux petits-enfants de Charles et Marie-Laure de Noailles avec lesquels on a l'occasion de discuter. Quand on leur a demandé l'autorisation de faire un musée sur l'histoire de Charles et Marie-Laure de Noailles ici au Château Saint-Bernard à Hyères, ils nous ont dit d'accord si vous en faites un lieu de vie et pas un lieu de mort. Et ça, je trouve que ça va exactement dans l'état d'esprit de cette maison. Il y avait, pour terminer la pointe du jardin cubiste, une sculpture de Jacques Lipchitz qui tournait sur son socle, qui portait le nom de La Joie de Vivre. Je pense que c'était pas choisi totalement au hasard. Et je pense que Charles et Marie-Laure de Noailles ont été, avec leurs enfants, avec leurs filles, très heureux dans cet endroit, et que cette maison est remplie d'un bonheur que
pour y vivre depuis à peu près 30 ans. J'ai goûté quasiment chaque jour. Et je crois pas à grand chose, mais cette maison est habitée. Et je pense que c'est un peu par les esprits de Charles et Marie-Laure de Noailles et qu'on se sent très vite bien et protégé et porté par l'esprit de ce lieu. Et de tous les artistes qui y ont résidé et puis qui résident encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. On sent vraiment toute cette énergie, cette joie de vivre certes, mais on sent une énergie créatrice très très puissante dès qu'on rentre. Et il y a quelque chose qui m'a toujours aussi frappé depuis que j'ai commencé à y faire des expositions, c'est que la maison sert l'art. Cette maison sert l'art. Ça veut dire que quand vous accrochez des œuvres sur ces murs, elle les magnifie. Et il y a des fois des œuvres qui sont qui peuvent être inégales et la maison les supporte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu tout de suite. Comme ton action, finalement. Oui, peut-être, ouais. Tu vois qu'everything happens for a reason. Ce lieu, il t'a choisi, en fait. Ouais. Après, il y a des hasards de la vie. Je vais vous en raconter un qui est quand même absolument, pour le moins, étonnant. Donc, dans toutes nos organisations, après avoir eu Didier Grimbach comme président de notre association pendant très longtemps, un jour, le temps est venu pour Didier de choisir de se retirer, et c'est Pascal Mussard qui devient présidente de la Villa Noailles, qu'il est toujours aujourd'hui, avec un bonheur immense pour nous, et pour elle, je crois aussi. Et on choisit une vice-présidente pour être à ses côtés, pour collecter des fonds pour faire vivre ce lieu. Et on doit déposer les statuts en préfecture de ces deux personnes pour créer l'association. Et en fait, Pascal Mussard est né le même jour que Marie-Laure de Noailles, et la seconde personne est née le même jour que Charles de Noailles. Et quand même... Ça me donne des frissons. C'est fabuleux. Bah, c'est très étonnant, ouais. C'est pour le moins très étonnant. Et hier, je suis fasciné depuis quelque temps par l'histoire de quelqu'un de la famille de Marie-Laure de Noailles qui s'appelle Philippe de Montebello, que je n'ai pas eu pour l'instant le privilège, ni le plaisir, ni l'honneur de rencontrer. Ce monsieur a dirigé le Met, dont on a beaucoup parlé hier, pendant plus de 30 ans. Et je me dis qu'il y a évidemment quelque chose, des croisements. Les liens, voilà. Et ce monsieur est né le même jour que moi. Mais non. Oui. Bon, voilà. J'arrête là les comparaisons, mais c'est étonnant. Voilà. Mais j'adore ces histoires, c'est magnifique. Ce lieu, voilà, justement, là, nous, on est dans une pièce qui est tournée vers la mer, vers la végétation. De toute façon, c'est le principe de cette maison, qui est héliotrope. Et on est dans un cadre... Enfin, moi, j'ai l'impression... Je ne sais même plus quel jour on est, quelle heure il est. On est complètement entre ciel et terre. La première fois que j'ai visité cette maison, en fait, j'ai eu un coup de cœur, je pense comme tout le monde, pour la chambre de plein air. Mais je me demandais si toi, Jean-Pierre, tu avais une pièce préférée ici. Bon, c'est difficile parce que... Ouais, je sais, c'est injuste. C'est comme si je te demandais de choisir entre tes enfants, presque. Je vais en dire deux. Deux et peut-être trois. Mais en tous les cas, j'ai jamais pensé. Et du coup, j'ai objectivement pas d'endroit préféré, mais comme tu me poses la question, j'essaie de partager des choses avec les gens qui vont éventuellement nous écouter. Je dirais numéro 1, l'atelier de peinture de Marie-Laure de Noailles, qui est juste à côté de nous ici, c'est cet endroit-là, qui est équipé d'une fenêtre qui rentre complètement dans les murs, ce qui est souvent le cas dans les ouvertures ici c'est ça qui est fabuleux. À Saint-Bernard. Et j'aime beaucoup cette pièce et je trouve ça a été très longtemps mon bureau, pendant au moins 15 ans. Voilà. Et cette pièce est tournée vers l'île du Levant, que j'aime qui beaucoup. Est ton île. Qui est mon île de cœur, en tous les cas, où j'ai la joie et le plaisir d'avoir une maison de vacances. Et cette pièce est très, très habitée. On s'y sent bien tout de suite, où il y a peut-être des gens qui s'y sentent mal, mais en tous les cas, moi, je me sentirais presque protégé d'être dans cette pièce. Je dirais number 1, l'atelier de peinture de Marie-Laure de Noailles, c'est touchant parce qu'il y a encore des traces de peinture au sol qui n'ont pas disparu. Ensuite, en numéro 2, je dirais la petite pièce pour préparer les bouquets de fleurs. Parce que ça, il n'y a rien de plus charmant. J'adore les fleurs. Et d'avoir une pièce spéciale dédiée pour préparer les bouquets chaque matin, en plus avec des peintures de ce jeune artiste hollandais qui était Theo van Desburg sur les murs. Donc ça donne un combo exceptionnel.
Et puis peut-être pour terminer, la chambre de plein air que je rêverais de voir un jour rééquipée du lit suspendu de Pierre Charot qui montait et descendait à la demande pour faire la sieste les jours d'hiver où il fait chaud, où il fait doux, puisque cette maison était une maison faite pour passer des hivers doux au soleil. Et voilà, je crois que c'est 3 de mes endroits préférés, mais en fait, il y a tellement d'endroits merveilleux dans cette maison. Et c'est quand même assez fort parce que ça fait presque 30 ans que je viens ici tous les jours, quasi tous les jours en tous les cas, et je ne me lasse pas. Alors c'est facile à dire, hein, mais je m'en lasse pas l'hiver quand il fait moche. J'adore le printemps avec la lumière. J'adore l'été parce qu'il y a énormément de monde et on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de ruche où les gens viennent prendre du plaisir. Et on a fait 500-600 personnes cette semaine dans les expositions les après-midi. C'était les vacances scolaires. C'était des vacances scolaires, mais 600 personnes dans un lieu de province, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le sais parce que quand je le dis, les collègues qui dirigent d'autres lieux, voilà. Et ça fait, moi, c'est un de mes plaisirs les plus importants que de voir le plaisir que peut prendre le public à venir visiter ce lieu, même si je pense qu'on fait jamais assez pour eux et qu'on n'est jamais assez bon pour les accueillir. Mais bon, ça, je me dis que quand on sera plus grand, ça sera mieux et ça arrivera. Plus grand, j'adore. Oui, je nous ai toujours considéré comme un centre d'art bébé, mais bon, maintenant il a 20 ans, il faut que j'arrête de dire qu'il est bébé. Exactement. Mais c'est que 20 ans depuis cette année. Oui. Il a 20 ans depuis... C'est vrai, c'était 2003 qu'il a été officiellement centre d'art d'intérêt national. Il a 20 ans depuis un mois. Ouais, bravo. Merci. Mais l'action, elle dure depuis plus que ça, puisque voilà, donc c'est... Mais pour toi, finalement, ce 2003, c'est un peu la vraie naissance du lieu qu'il est aujourd'hui. Dans ma tête, au fond de mon cœur, non. La vraie naissance, pour moi, c'est quasiment le premier jour où je suis arrivé. Mais en tous les cas, c'est aussi une chose formelle. Je disais tout à l'heure que j'aimais pas les règles et les systèmes, mais en tous les cas, c'est le moment où j'ai été nommé officiellement directeur après une bataille quand même pas des plus simples. Et du coup, c'est important aussi. Et c'est la ville d'hier et le ministère de la Culture qui m'a choisi. Et c'était le début d'une nouvelle action, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu plus de budget, plus de possibilités, une ouverture 300 jours par an, le bâtiment quasiment rénové entièrement. Ce qui est le cas aujourd'hui, on vient de terminer une grande tranche de réhabilitation grâce à l'action des collectivités territoriales et du ministère de la Culture. Et maintenant, il reste à faire les abords du lieu, donc le réaménagement des parkings, les éclairages extérieurs, tout ça qui n'existe pas depuis que le centre d'art a été ouvert. Je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas été conçu complètement dès le départ, ça c'est une des preuves. Il n'y a pas de parking aujourd'hui quand tu penses qu'on fait 600 personnes par après-midi. Et les gens viennent beaucoup à pied, non ? Non, ils viennent beaucoup en voiture, ils se gardent n'importe où et c'est dangereux et ça peut, ça complique les choses. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Et tu parlais tout à l'heure de l'importance de repérer, que cette action finalement c'est de repérer donc les jeunes talents, d'où vraiment cette vocation à promouvoir la jeune création. Et c'est vrai que, alors moi qui ai eu la chance de vivre une design parade un peu de l'intérieur, parce qu'à l'époque je travaillais avec India Madhavi, quand elle a été présidente du jury de la première design parade Toulon, donc, parce que vous avez créé la design parade hier qui est dédiée au design, et à Toulon pour l'architecture d'intérieur. Donc de mémoire, je crois que c'était 2016, la première édition, quand India était présidente du jury. Et à ce micro, justement, elle nous disait que pour elle, c'était très intéressant de prendre part à des jurys, parce que dans les projets présentés, je la cite, on arrive à comprendre un certain air du temps, à comprendre les préoccupations de la jeunesse. On lit autre chose que le projet dans son entité, on a une lecture plus globale. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui. Alors, je suis totalement d'accord, quasiment à tous les niveaux avec cette magnifique personne qui est India Madhavi, merveilleuse personne créative et merveilleuse personne humaine. Mais j'ai la chance d'enseigner depuis de nombreuses années dans une école où India a beaucoup travaillé aussi, qui est la Aide Genève. Et ce dont India Madhavi parle, on le sent aussi chez les jeunes étudiants. Et je dirais pour moi, peut-être encore plus,
plus parce que moi je suis jamais jury hier. Bien sûr. Je les vois, je suis content de les suivre un petit peu et de voir qui a gagné et ensuite d'enclencher les processus que nos festivals ont permis d'enclencher. Mais quand je suis à l'école et qu'on fait du B2B avec des jeunes qui vous racontent timidement leur histoire et quand on leur pose un peu des questions précises et qui, à certains moments, ils arrivent à dire vers quoi ils vont vouloir aller et qu'on peut un peu plus les aider. Ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et puis, on peut les guider aussi, leur dire, mais arrêtez. Moi, je me souviens au début, quand j'enseignais à la aide dans la section mode, je leur disais, alors maintenant, vous n'ouvrez plus aucun magazine. Je veux plus vous entendre parler de shooting, de mode, de Vogue et compagnie. Stop. Faites votre travail et arrêtez de regarder ce qu'a fait John Galliano ou tous les artistes. Excellent conseil. Voilà. Mais c'est pas facile, évidemment. Mais l'enseignement alors c'est peut-être parce que j'ai raté totalement le mien, mais ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est une des. C'est un lieu commun, complet, ce que je vais dire, mais avec la culture, c'est un autre sujet passionnant que de donner et en essentiel. enseignant. Oui, oui, bien sûr, essentiel. Et souvent, je me suis dit que si j'avais pas fait le métier que j'ai fait, j'aurais pu faire ça, ou aussi du social. Je trouve que protéger les gens, enfin, tout ça va un peu dans le même sens, bien sûr. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens tellement pauvres, tellement dans la difficulté, et je trouve ça particulièrement triste, mais c'est ma personnalité, chez les enfants et chez les vieilles personnes. Et je sais que j'aurais pu donner du temps. Peut-être que je le ferai après, pour aider et soutenir les jeunes, très jeunes, et les vieux, très vieux. Parce que vous voyez, ici, on fait des ateliers pour les jeunes enfants, et on fait pas des ateliers pour les vieux enfants. Bah voilà. Mais souvent, je l'ai dit dans l'équipe, et ça n'a jamais fonctionné. Mais c'est parce que c'est pas dans l'air du temps de notre pays, on fait pas attention aux vieux. Moi, j'ai perdu mes parents il y a pas très longtemps, et dans des conditions d'une horreur pour notre pays. Je m'étais même dit qu'il fallait que je l'écrive pour ce que j'ai vécu. Les gens ne le revivent pas. Ouais. Mais je me dis, quand tout à l'heure je parlais de la beauté de notre pays, je change pas du tout d'avis, mais la fin de vie, c'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Il y a des gens merveilleux qui se dévouent pour ça. Je pense à une personne qui vit avec moi au Levant, qui a décidé de donner sa vie pour qu'il y ait des maisons d'accueil des vieilles personnes qui soient décentes, parce que c'est souvent hors de prix et horrible, et il y a beaucoup de maltraitance et ça me passionnerait, tu vois, de donner. Puis je me dis, il y a beaucoup aussi, alors ça c'est un combat totalement perdu d'avance, mais je le fais pas d'ailleurs à la Villa aussi. On a des tonnes d'œuvres qui dorment dans des réserves. Notre pays, comme beaucoup de pays occidentaux riches, ont des tonnes, des milliers d'œuvres qui sont enfermées dans des réserves que jamais personne ne voit, quasiment. Et je me dis, mais pourquoi dans les couloirs des hôpitaux, dans les salles d'attente? Moi, je me souviens, je vais te dire un exemple très précis. Mon fils subit un accident de moto terrible. Il est envoyé en l'air, il a volé sur 15 mètres, il était tout en cassé, bon bref. Et du coup, évidemment, on me prévient, je vais à l'hôpital direct, il est opéré, et j'attends des heures en salle d'attente de réveil. Et évidemment, pendant, je sais pas, j'ai dû attendre 2 heures, je vois bien que je suis dans un endroit plus horrible que ça, c'est pas possible. Et je me dis, mais pourquoi il y aurait pas des œuvres d'art accrochées au mur qui pourraient tourner régulièrement? Enfin, sincèrement, quand on veut, on peut. Et je pense pas que ce soit des coûts phénoménaux. Oui, parce que les histoires d'assurance, etc., c'est la même chose dans les musées, finalement. Et puis, je pense que quand on a envie de trouver, on peut trouver. Il y a des systèmes qui pourraient peut-être éviter des systèmes d'assurance. Enfin, je sais pas. Bon, bref, en tous les cas, je trouve qu'on pourrait travailler ces sujets-là. Je sais que le Mobilier National, avec Hervé Lemoine, a commencé à faire un groupe de réflexion sur la qualité d'accueil des enfants à l'école, parce que mine de rien, ça, moi, c'est un sujet aussi qui m'intéresserait, qui me plaît. C'est qu'on passe évidemment beaucoup de temps dans ces merveilleuses écoles de notre pays que j'aime tant, et souvent elles sont moches. Ouais. Enfin, en tous les cas, le design, qui est un des savoir-faire majeurs de notre pays, il n'est pas arrivé jusque dans les écoles. Et l'architecture d'intérieur encore moins.
Et je me dis que ça pourrait quand même, avec l'argent public que l'on a, être des efforts que l'on pourrait faire pour que ces enfants comprennent dès le plus jeune âge ce qu'est la beauté. Alors j'entends déjà les mauvaises langues parler de bon goût et tout ça, mais il ne s'agit pas de bon goût. Il s'agit que contre des chaises immondes en plastique et des éclairages au néon immondes, et bien, ou des rideaux classés M0 qui ressemblent à rien, je pense qu'on pourrait leur offrir autre chose. Et Ronan Bouroulec, dans les différentes interviews qu'il a faites dans le cadre de l'exposition qui s'est terminée ce week-end, mais on va en avoir 2 nouvelles pour Design Parade hier et Design Parade Toulon qui arrivent, merveilleuses, aussi belles que celle-là. Ronan Bouroulec disait que lui, quand il allait dans des villes qu'il aimait, il était désespéré par la qualité du mobilier urbain ou la qualité du mobilier souvent dans les restaurants ou les bars. Et c'est vrai que c'est un côté un peu désespérant. Ça fait toujours penser, mais pourquoi on se donne tous mal à essayer de dire qu'on a des designers formidables qui créent des objets dingues et qu'on les voit jamais dans la vie du quotidien. Alors qu'on n'aille pas me dire que c'est une question de prix, il y a des choses qui sont faites avec des éditeurs qui sont tout à fait abordables, et je pense que c'est aussi c'est le fameux serpent qui se mord la queue. Le public coûte cher, de toute façon. Oui, bien sûr. Voilà, donc, Bon, enfin voilà, je pense qu'on a des chantiers comme ça dans les écoles, les facs, parce que par exemple à Marseille, je parle de l'école d'art que je connais, l'école d'art à Marseille était entièrement meublée avec du mobilier de designer des années où l'école a été construite. Non, c'est pas Corbu, c'était IMS. Oh, pardon. Et tout les amphithéâtres et les lieux de cours étaient meublés avec des chaises et des canapés IMS. Donc je me dis que si c'était réalisable pour l'école supérieure d'art de Marseille, qui est un bijou absolu, tant d'architecture que de design, eh bien ça devrait être possible ailleurs. Voilà, tellement d'accord. Mon coup de gueule. Mais je suis tellement d'accord avec tout ça. Tu vois, je rebondis sur l'histoire de l'école. Moi, mon fils a 4 ans, donc on l'a accompagné pour la première fois à l'école en septembre dernier. Et mon mari et moi, quand on est arrivés à l'école, on a flippé. On s'est dit, c'est quoi ce bâtiment ? C'est glauquissime. Comment il va faire ? Alors, sans non plus vouloir que notre fils soit dans un lieu spécialement... Non, mais on est tellement en plus dans la reconnaissance de la beauté l'un comme l'autre. Lui, il est musicien. Moi, je baigne dans la création au sens large aussi, etc. Et on aime transmettre ça à notre fils, et alors il s'adapte évidemment, et tant mieux, je pense que c'est important mais voilà, moi quand mon fils regarde la mer ici depuis quelques jours qu'on est là, qu'il regarde maman comme c'est beau ces couleurs, voilà, je me dis bon, donc si tous les jeunes enfants étaient déjà dans des lieux comme tu le dis un peu plus adapté et un peu plus agréable visuellement, je suis sûre en effet qu'il y aurait certainement aussi peut-être moins d'agressivité. J'en suis convaincue. C'est-à-dire que la beauté participe aussi d'un bonheur, donc d'un bien-être, etc. Vraiment. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, nous, on a la chance ici de faire une des plus belles opérations que j'ai pu faire vivre ces dernières années. Ça s'appelle Manufacto. C'est un programme de la Fondation d'entreprise Hermès qui donne la possibilité à de jeunes élèves du primaire et du secondaire de découvrir l'artisanat d'art en cours. Ça veut dire que comme ils ont cours de français ou d'anglais, ils ont cours d'artisanat. Et bon, évidemment, on essaie de le faire dans des secteurs du pays où les enfants sont un peu plus dans des situations peut-être plus complexes que d'autres. Et on voit très bien, je me souviens la première année, le film de promotion de cette opération Manufacto, il y avait un petit garçon qui disait, mais maintenant moi je sais ce que je veux faire, j'ai trouvé ma voie. Et je veux dire que c'est formidable aussi que des entreprises privées comme la Fondation d'entreprise Hermès ou comme Chanel le fait au 19e à Paris, à Aubervilliers, de s'engager pour soutenir des actions que peut-être la puissance publique peut pas faire ou pas de la même manière. Et ben ça, c'est un espoir aussi et une belle manière de voir l'avenir. Ces partages, on parle souvent de ces opérations publiques-privées, les fameux PPP, je crois, et ça a du sens, je pense. Et nous, on est engagés auprès de la Fondation d'entreprise Hermès pour suivre ces programmes dans les écoles et les suivre avec des jeunes designers et des professeurs. Et ça marche très bien. Et ça, je pense que ce sont des choses extrêmement pratiques et pragmatiques qui montrent qu'il y a des possibilités qui existent pour donner de la beauté à voir et à vivre aux enfants.
Jean-Pierre Président. Président de la Villa Noailles, ça me va très bien. Ça suffit. Mais cela dit, je parle de ça, mais je sais que tu as un engagement politique très fort, c'est-à-dire au-delà même de l'accès à la culture, etc. Mais voilà, je te connais un petit peu, je te suis sur les réseaux, etc. Et je sais que pour toi, c'est tellement important aussi. Finalement, je crois que tu as compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En revanche, d'être fidèle à ses valeurs profondes, à ses engagements, et tu es quelqu'un de très engagé au sens large, c'est ça qui finalement prime. Et bravo pour ça, moi j'admire beaucoup ta force. Voilà, parfois tu passes des coups de gueule. Vraiment, ça va un peu avec tout ce qu'on vient d'évoquer depuis qu'on se parle. Ouais. On peut pas aimer partager, on peut pas regarder de l'autre côté de la Méditerranée et être triste, et on peut pas être pédé et pas voir les difficultés que les jeunes dans notre pays encore aujourd'hui ont pour faire des choix de vie libres. Et donc, moi j'ai 60 ans, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je disais tout à l'heure que j'avais eu une enfance particulièrement heureuse, et c'est vrai. Et je me dis que quand on a tout ça, on doit faire attention aux autres. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Bon, et puis il y a quelque chose dans notre pays qui est quand même... moi, j'ai grandi avec cette génération Front National contre. Même maintenant, si ça est rebaptisé Rassemblement National pour faire plus joli. Moi, les idées négationnistes et les idées que tout est la faute des immigrés, que le populisme et les idées totalement simplistes pour aller dans le sens, brosser dans le sens du poil et aller dans le sens de ce que la majorité veut entendre. Moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Alors c'est vrai que c'est un peu des fois délicat dans la position dans laquelle je suis ici en tant que directeur d'une structure culturelle publique en partie, t'as un de rôle prendre public. Position, mais en tous les cas je l'ai toujours fait, j'espère de la manière la plus libre et élégante qui soit, et mais je pense qu'effectivement c'est important. Alors sur la partie homosexualité, j'ai à peu près tout entendu, mais je continue de penser que c'est difficile d'être homosexuel dans notre pays aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Que les gens ne se rendent pas compte. Et qu'il y a encore des gens qui sont tabassés parce qu'ils tiennent la main de leur petit copain ou de leur petite copine à la sortie de boîte de nuit ou juste dans la rue. Et des que concerts qui sont annulés. Le concert de Bilal qui a été annulé parce que c'était soi-disant dans une église qui était désacralisée depuis 500 ans. Et Eddie de Pretto qui a été menacé de mort parce qu'il avait chanté dans une église des chansons qui n'étaient pas du goût de certains. Et moi ça me va pas, et je le dis comme je peux, et je ferai jamais de politique de ma vie, ça c'est sûr, au sens politique, parce que c'est trop j'ai déjà beaucoup donné dans ma vie professionnelle. Et je me sens pas capable d'en faire plus d'une certaine manière, et puis j'ai un peu envie de penser à moi et à mes enfants et à mes petites filles et à ma vie du quotidien aussi, ce que j'aurais jamais dit sûrement il y a 10 ans, mais j'en ai envie. J'adore l'île du Levant, j'y suis bien, c'est un endroit qui me rend vraiment très paisible, que j'ai l'impression de vivre comme si j'étais au bout du monde quand j'y suis, et voilà, et j'aspire à ça du coup. Et pas à autre chose. Et pour terminer sur un mot, alors il y en a eu beaucoup, je retiens pas mal de choses de toi, et notamment il y a la liberté qui revient beaucoup chez toi, et c'est marrant parce que je me suis même demandé, mais comment est-ce qu'on peut rester aussi libre dans un centre d'art d'intérêt national qui a une vocation de service public, etc. Comment tu peux garder cette liberté et cette créativité qui sont inhérentes au lieu même. Mais j'ai l'impression que tu nous as donné toutes les réponses finalement. Et pour terminer, j'aimerais que tu nous donnes ton mot du moment ou ton mot préféré dans la langue de ton choix. J'ai pas de mot préféré, j'ai pas de mot du moment, mais comme tu me dit, je dirais que celui qui rassemble peut-être le plus largement possible tout ce qu'on s'est dit, c'est amour. Et je pense que l'amour, ça sauve tout. Et ça, l'amour des gens, l'amour de la personne avec laquelle on vit, l'amour de sa famille, l'amour des artistes, l'amour de la vie. Je crois que l'amour de la vie, c'est la chose qui m'a donné le plus de force tout le temps, et qui
j'espère, continuera à m'en donner. J'aime profondément la vie, la vie que j'ai choisie, la vie que je me suis construit. Voilà, je dis de temps en temps, comme ça, pour rigoler, que je referai tout exactement de la même manière. Mais je le pense vraiment au fond de moi. Je corrigerai peut-être 2-3 petites choses, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je suis un chanceux de la vie et j'aime bien cette idée de Patrick Bouchin, qui est mon ami, dit souvent il faut savoir renvoyer l'ascenseur, Jean-Pierre. et j'adore que Patrick me dise il faut savoir renvoyer l'ascenseur avec le parcours qui est le sien si extraordinaire. Et du coup, je me dis que voilà, moi je renvoie l'ascenseur parce que j'ai été très heureux et que je trouve normal et naturel, plus que normal, d'essayer de donner de l'amour et du bonheur aux autres de toutes les manières possibles et de toutes les manières dont je suis capable. Voilà, c'est le sens de ma vie en tous les cas. On le ressent beaucoup, cet amour, avec toi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.